Hey! On revient aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui nous semblait importante à faire pour vous sensibiliser sur certaines choses. Et pour le faire, on va le faire comme on a l'habitude de le faire, on va le faire par des questions. Je dis beaucoup le mot faire. C'est un truc très énergie masculine ça, le faire. Mais c'est un autre sujet. Quoique, on va quand même parler de masculin parce que c'est le sujet principal de notre vidéo. On va se poser des nouvelles questions. Je suis longue, hein. On va se poser des nouvelles questions pour aborder un sujet qui nous paraît important et auquel tout le monde devrait prendre le temps de réfléchir. La question, euh, la question, elle va être en lien un peu avec la dernière vidéo qu'on a fait où vous avez vu sur la vulnérabilité. Quelles sont pour toi les conséquences chez les hommes du fait que justement cette vulnérabilité, ils ne la prennent pas en compte, voire ils n'osent pas l'exprimer. Pour toi, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, pour moi, je vois deux conséquences. En tout cas, il y en a plusieurs, mais je vois deux conséquences très importantes. La première conséquence, c'est que 75% des suicides sont 97% des agressions sexuelles sont commises par des hommes. Silencieuses. Et 97% des hommes vont être responsables de violences sexuelles faites aux autres. Ça montre quelque chose de très flagrant, c'est que derrière ces deux conséquences, le dénominateur commun, c'est la souffrance. Et peu d'hommes prennent l'initiative, osent taper à la porte d'un thérapeute en fait. Et Nico le voit aussi. C'est assez surprenant, c'est que par exemple avec ces vidéos, ce qui nous a surpris, c'est que en consultation, Laetitia comme moi, majoritairement, on reçoit des femmes. Même si ça évolue et même si majoritairement ça reste des femmes. Et bizarrement, sur nos vidéos, c'est le pourcentage inverse. La majorité de vous qui visionnez ces vidéos ou de ceux qui s'intéressent à ces vidéos sont des hommes. Et ça montre en effet que les hommes vont avoir plus tendance à garder pour eux et à se renseigner sur les réseaux sans l'exprimer, sans le montrer parce que ce serait une faiblesse, parce que ça se fait pas, parce que injonction, société patriarcale et tout ça, plutôt que d'aller rencontrer des thérapeutes qui peuvent les accompagner dans les souffrances qu'ils ressentent. Et on l'a observé aussi, la majorité des commentaires haineux sont faits par des hommes. Les commentaires haineux qui sont faits sont 100% faits par des hommes. C'est ça. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, en tout cas, et qu'il y a une réalité auquel on fait face depuis toujours finalement et qui s'intensifie avec les faits divers qu'on peut observer en ce moment. C'est que la souffrance des hommes est mise encore aujourd'hui sous silence, sous prétexte que ce sont des hommes. Et finalement, les conséquences derrière sont celles qu'on vous a exprimées. Ouais, alors le but de cette vidéo, parce qu'il y a toujours un truc moi qui vient me titiller, c'est que on ne cherche pas à inverser le rapport et faire de ces hommes des victimes. Quand on parle par exemple des auteurs de l'affaire de Mazan. Ouais, de l'affaire de Mazan et Pénicaud. Le 2 novembre 2020, ma maman accompagne son mari, mon père, au commissariat de Carpentras, a priori pour des raisons administratives. Ce matin-là, les enquêteurs qui travaillent sur cette affaire depuis un peu moins de 2 mois vont devoir lui apprendre l'inconcevable. Ils vont devoir lui apprendre que son mari la drogue depuis 10 ans, lui administre de fortes doses d'anxiolytiques pour la violer et la faire violer par d'autres hommes. Vous voyez 53 hommes aujourd'hui interpellés et mis en examen, ils ont des profils hyper standards en fait. Et on ne cherche absolument pas à faire de ces hommes-là des victimes. Ils restent les auteurs présumés à l'heure actuelle de ces faits-là. Mais c'est justement d'aller un peu derrière ça et voir, comme tu disais, le dénominateur commun ou les choses qui peuvent se jouer derrière pour qu'on puisse s'interroger chacun individuellement, et là je parle aux hommes, des responsabilités qu'on prend. Quand vous voyez que sur ces 53 hommes, seuls 14 aujourd'hui ont reconnu les faits et seulement 3 se sont excusés, la plupart restent dans une défense de type déni, en disant que pour eux elle était consentante, en disant que ils s'appuient juste sur les propos de l'ex-mari de cette femme-là pour se dédouaner quelque part d'une culpabilité et d'une responsabilité même au-delà de ça.
Gisèle Pellicot fait également face à 50 autres de ses violeurs et 35 sur 51 contestent les faits. Et je crois que c'est un peu le profil de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Ce ne sont tous sauf des violeurs et ils se sont retrouvés là dans des circonstances particulières. Moi je défends 2 hommes qui sont allés une seule fois, restés moins d'une demi-heure au domicile. À aucun moment donné, on ne leur a dicté quelconque information sur une soumission chimique, de drogue, d'alcool. Moi mon client dit depuis le début qu'il est allé voir cette dame parce que monsieur lui avait dit que c'était une relation totalement consentie et que madame était consentante. Tous disent qu'ils y sont allés sans savoir qu'ils auraient affaire à une femme qui serait inconsciente. Ils ne pensaient absolument pas commettre un quelconque viol lorsqu'ils se déplacent à Mazan. Et je pense que le but de cette vidéo, il est justement au-delà de l'émotionnel, de s'interroger sur sa position en tant qu'homme et aussi en tant que femme, face à ce truc-là qui est la vulnérabilité et la fragilité masculine et quelles conséquences elle peut avoir. Moi, je te rejoins sur le fait que, pour l'avoir vécu à titre individuel dans les 2 formes, c'est-à-dire que, de taire ma vulnérabilité et ma fragilité, j'ai pu aller jusqu'à un burn-out, par exemple, sans jamais poser les mots dépression dessus, sans jamais même aller en parler à un médecin ou autre, mais à plutôt chercher une fuite ou chercher une solution du côté somatique. Tiens, je dois avoir un souci organique, une maladie qui fait que je me sens comme ça aujourd'hui. Donc j'ai ce côté-là. Et je pense qu'en tant qu'homme aussi, je me suis interrogé sur tous ces actes de douce violence que j'ai menés sans même m'en rendre compte, en fait, vis-à-vis de personnes autour de moi. Alors ça peut être des femmes, des enfants ou autres. Et je pense que pour déconstruire ou changer ces comportements-là, la première chose à faire, c'est de s'interroger sur est-ce que j'ai fait ça ? Et je pense que parfois, sans même s'en rendre compte, il y a énormément dans la société de douces violences qui sont admises. Qui vont être par exemple le manque d'écoute, le manque de considération, le manque de soutien, de soutien, d'acceptation de l'autre, de compréhension. On peut parler encore une fois de cette notion de consentement. Le consentement, il est dans toute chose qu'on va vivre en relation avec quelqu'un, ne serait-ce que dans la façon dont on va lui demander si il veut un café ou un thé, on va lui demander s'il veut un rapport ou pas. Vous voyez, ou est-ce que ça te fait plaisir ou ça te fait mal. Et en fait, toutes ces choses-là qui font que ce type de, on peut dire, maltraitance silencieuse, c'est des choses que tout le monde va être amené à vivre à un moment. Et en fait, elles sont tout aussi importantes à prendre en considération. Et c'est comme le disait Nico, de vous questionner, messieurs, sur votre façon d'interagir avec l'autre, et mesdames aussi, parce qu'il y a aussi de nombreuses femmes qui vont être dans des maltraitances silencieuses envers leurs enfants, envers des hommes, et qui finalement vont ramener cette notion de souffrance. Ça revient beaucoup. Un homme qui est en souffrance et qui va provoquer des sévices sur quelqu'un, ou qui va se suicider, ou en tout cas avoir des comportements extrêmes, je verrais ça comme un extrême, la mort ou la violence. Très souvent, ce sont des hommes qui ont subi parfois, bien souvent, des violences sexuelles, des violences verbales, des maltraitances silencieuses commises par des adultes, souvent des parents. Et en fait, c'est d'aller prendre en considération le fait qu'il y a des maltraitances, il y a des souffrances qui ne se voient pas, qui ne s'entendent pas, et qui pour autant vont conditionner les comportements de certaines personnes, les extrêmes qu'on vous a cités en fait. J'aime bien l'exemple, la métaphore du café. C'est pas parce que vous voulez un café, par exemple, vous avez envie d'un café, que vous allez l'imposer à l'autre, voire lui faire boire. C'est un peu pareil, comme tu disais, dans l'intimité. Si ma partenaire, ça a beau être ma partenaire, elle a beau m'aimer, j'ai beau l'aimer, dans ce moment-là, elle vit une situation où elle n'a pas envie de ça, c'est pas parce que moi j'ai envie qu'elle devrait en avoir envie. Donc, la non-imposition, ça vient justement, de ne pas commettre l'acte alors qu'elle n'en a pas envie, mais c'est aussi ne pas la blâmer parce qu'elle n'en a pas envie. De ne pas lui dire de toute façon tu veux jamais ou tu m'aimes pas, etc. Parce que ça, c'est déjà, en fait, justement, pour moi, une non-considération de l'autre et une imposition de mon envie, en fait, parce que je vais pas gérer cette vulnérabilité ou cette fragilité à ce moment-là, qui est peut-être de putain, peut-être qu'elle m'aime plus, ou peut-être que machin, ou peut-être que de la rejeter sur l'autre. On voit beaucoup les réactions de dire, par exemple,
ouais mais du coup on peut plus faire de compliments à personne, ouais mais du coup il y a quand même une réalité quand même. Par exemple un homme qui va draguer dans la rue, il y a quand même une réalité. Bah, comme tu le disais, 85% des violences faites sont faites par des hommes en fait. Et je crois que c'est, au lieu de tomber dans la réaction de dire ouais mais pas moi, c'est une réalité et je peux être acteur de ça justement en montrant que je ne suis pas ça. C'est peut-être con, mais moi dans la rue aujourd'hui par exemple, quand je rentre le soir ou machin et que je vois au loin une femme seule arriver, souvent vous allez le voir qu'elle elle a ses réflexes de protection, elle a ses écouteurs, elle a machin et tout. Bah maintenant, plutôt que de me dire oh mais elle a pas à avoir peur, moi je suis pas un violeur, bah je vais agir en conséquence pour lui montrer que je suis pas ça. Je vais prendre mon téléphone et lui montrer que je suis occupé à autre chose, je vais changer de trottoir, en fait, je pense que les hommes, on doit prendre en charge aussi aujourd'hui cette dimension-là réelle qui existe. Les violences sont faites sur les femmes, par des hommes. Il y a un pourcentage qui ressort beaucoup aussi, c'est 97% des filles vont grandir avec la peur d'être violées. C'est un pourcentage qui est énorme. Ça veut dire que la majorité des filles vont grandir avec cette peur sous-jacente qui va les accompagner toute leur vie et qui va conditionner leur comportement. Et dans l'autre cas, là je vais m'adresser à vous mesdames, autorisez-vous à vous affirmer justement et à ne pas tomber aussi dans ces pièges du patriarcat où parce que votre mec a envie de quelque chose, de renoncer par exemple à votre parole et à dire non ou sous prétexte que ah non vous l'aimez ou sous prétexte que vous ne lui rendez pas service et vous ne rendez pas service ni à la société ni à votre parole à vous en fait. Il y a plein d'hommes qui, moi je l'ai été en fait, qui se disent je ne veux pas faire de mal ou autre et où peut-être parfois j'ai imposé ça et j'aurais voulu et je suis malheureux quelque part de ne pas avoir eu les outils pour m'en rendre compte à ce moment-là, mais qu'une femme ou une fille ou machin me dise non ça se fait pas en fait, ou non c'est non en fait, le non c'est non, non c'est non. Et regardez dans ce procès de l'affaire Pellico, quand vous voyez les profils de ces gens-là, c'est pas des violeurs en puissance, mais ils ont commis ça en fait. Et je crois qu'une des premières façons de sortir ça, c'est de reprendre sa responsabilité et de voir que certains de nos comportements, ça ne nous définit pas, sont toxiques, sont mauvais et sont justement comme racine cette vulnérabilité et cette fragilité. Vous pourrez voir aussi sur notre chaîne, on a sorti une vidéo qui parle des sujets tabous et surtout du tabou de la sexualité. Mais encore une fois, cette vidéo n'est pas là pour trouver des excuses à ce qui a été commis et ce qui est commis et à la violence des hommes, mais juste pour vous permettre de prendre conscience que derrière cette violence, il y a de la souffrance et qu'en fait on pourrait prévenir cette souffrance, ne serait-ce que vous, messieurs, en osant, en vous autorisant, parce que c'est pas une faiblesse, d'aller rencontrer des spécialistes, d'aller rencontrer des thérapeutes, de vous faire accompagner pour partager la souffrance que vous ressentez, parce que en fait vous avez le droit de ressentir de la souffrance et vous avez le droit d'être aidé et c'est pas une faiblesse, c'est pas un manque de, c'est pas ne pas être un homme que de se faire aider. Et ça c'est quelque chose qui peut être très destructeur et qui peut amener jusqu'à la mort. C'est ça. C'est exactement ça, ça peut amener jusqu'à la mort. Que ce soit votre mort à vous, que ce soit la mort de quelqu'un. Et sans aller dans tous ces extrêmes-là, c'est-à-dire que cette souffrance-là va générer de la souffrance autour de vous. Et bien souvent, elle va se manifester justement sur des personnes qui n'auront pas forcément la capacité de se défendre ou qui, par amour, vont pas oser s'exprimer et on va taire ça et générer les tabous. La plupart des viols ont lieu dans le cercle familial. La plupart des violences ont lieu dans le cercle familial aussi. D'ailleurs, la plupart des agressions, en tout cas des viols, sont commis par des hommes qui connaissent la personne. Ben oui, dans le cercle très proche. Ouais. Voire même un conjoint ou un ex-conjoint ou un ami ou un parent. Et c'est terrible en fait. C'est terrible. Et encore une fois, messieurs, quand vous assistez, quand vous observez des violences qui sont faites, que vous voyez des faits d'actualité où ça parle justement de ces actes-là, plutôt que de dire mais ça me concerne pas et c'est pas moi, je suis désolée de vous dire que vous êtes des hommes, donc vous êtes forcément concernés, et que plutôt que de dire ça me concerne pas, moi je suis pas comme ça, c'est de pouvoir, voilà, c'est de pouvoir vous révolter et en fait
exprimer que ce qui se vit, c'est pas normal et que c'est dégueulasse et que vous êtes en soutien à ces personnes qui ont subi. Vous êtes concernés, ne serait-ce que par le fait d'être des hommes. Vous n'avez pas conscience, alors peut-être que c'est un biais parce que je suis thérapeute et je reçois, mais en tant qu'homme, j'avais pas conscience des violences justement sexuelles ou autres qui sont faites aux femmes. Ça va de la drague un peu lourde dans un métro ou autre, ça s'arrête rarement à juste t'es mignonne quoi. Ça va plus loin si justement il n'y a pas de leur besoin est pas assouvi par la femme en face d'eux. Mais voilà, quand je dis les femmes, on a tous en tant qu'homme une mère, au moins ça. On peut avoir une fille, une sœur, se rendre compte qu'en fait, elles subissent ça tous les jours. Et qu'on en est responsable. Donc avant de se dire « Oh, mais moi je suis pas comme ça », de rester sur cette position de « Elles vivent ça en fait. Et qu'est-ce que je peux faire et à quel moment peut-être je joue aussi ce truc-là en fait. » Et après, une chose qui reste très importante aussi, ça revient sur la notion d'éducation. On peut parler d'un autre pourcentage qui pour moi est assez flagrant, en tout cas d'un chiffre. Un enfant va regarder son premier porno à 11 ans. Ouais. Ça montre à quel point, et encore on dit dans la vidéo sur la sexualité, à quel point il y a un manque d'éducation sexuelle et qu'il y a un manque de prise en considération du corps de l'autre. Et ça passe par l'éducation, et malheureusement l'éducation se fait pas à l'école, mais elle peut se faire à la maison. Ouais. Et en fait, de partager, de discuter avec vos enfants de consentement, de sexualité, de rapport, le corps de l'autre lui appartient, ton corps est ton corps et le sien est le sien, et si t'as pas l'autorisation, ben en fait tu le touches pas. Et il y a plein de choses comme ça qui devraient aujourd'hui, même si on l'a pas dans le système éducatif, dans l'éducation nationale, c'est à nous en tant que parents, sachants en quelque sorte, d'offrir ça à nos enfants pour qu'ils soient plus alertes sur tout ça et qu'il y ait de moins en moins de déviance comme on peut les voir aujourd'hui et comme il y en a beaucoup trop encore. Je voudrais par exemple rajouter quelque chose à ça, permettre à ces enfants de construire leurs intimités en fait. Parce que le consentement et l'intimité de l'autre, elle commence parce qu'on lui laisse cet espace-là. Moi j'ai été un parent bienveillant et pour autant je ne laissais pas d'intimité à mes enfants, ne serait-ce qu'un espace physique à eux. Quand je parle d'espace physique, c'est par exemple un endroit dont ils sont responsables et autonomes, leur chambre, de leur offrir des moments où leur chambre ça peut être je ne rentre pas comme ça en fait, je frappe et je demande l'autorisation. C'est pas réservé à des parties de la population, ils sont comme ça, ils sont malveillants, etc. Regardez encore une fois dans ce procès, ces hommes sont des infirmiers, des journalistes, ils ont de 22 à 70 ans, ils sont insérés dans la société. Il y a des médecins, il y a un médecin, personne n'aurait jamais dit que ces mecs avaient le profil du violeur, et pourtant ils le sont. Ils arrivent même aujourd'hui à être dans le déni et à s'en protéger, mais ils le sont. On est tous responsables de ça. Et apprendre à nos enfants justement l'intimité, c'est justement considérer qu'ils en ont une en fait, que c'est pas parce que je suis son parent que je dois lui imposer quelque chose, non pas pour son bien-être à lui, soyons clairs, mais pour notre bien-être à nous en fait. Ne serait-ce que tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, mais de leur donner justement une autonomisation où ils peuvent s'interroger sur leur est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie en fait. Sinon on leur apprend la soumission en fait. Et malheureusement aujourd'hui on apprend à nos enfants la soumission. Plus ou encore aux filles qu'aux garçons, mais même aux garçons aujourd'hui, on apprend la soumission. Donc sortons un petit peu de ces clichés-là, sortons du refus, de la vulnérabilité, de la fragilité, du qu'en dira-t-on, de ce qu'en pensera l'autre et autres. Et cette défense de l'ego, de je fais bien, je suis parfait à l'extérieur parce que mes enfants ont 10 activités par jour ou parce qu'on part en vacances aux Seychelles une fois par an, etc. Mais interrogeons-nous sur ce qu'il y a au fond en fait. Est-ce que l'autre, j'ai vraiment son consentement? Est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il a le choix de dire oui et de dire non? C'est très engagé parce que ça nous tient à cœur. Oui, c'est ça, et ça va faire le sujet d'autres vidéos sur la notion d'intimité dans l'enfance et dans l'éducation qui est moteur, et malheureusement
vecteur aussi de dépendance affective et de nombreuses addictions. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur parce que c'est encore trop banalisé, enfin pas trop banalisé, si en fait on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de l'importance de pouvoir exprimer, partager sa souffrance. On ne parle pas assez de l'accès qu'ont les hommes aujourd'hui à des thérapeutes, à des accompagnants pour enfin aller mieux. Messieurs, allez-y, osez, n'ayez pas peur d'aller rencontrer des thérapeutes, de vous faire accompagner. La souffrance devrait être minime. Et si elle est plus importante que le bonheur que vous ressentez ou que vous vivez, osez aller vous en libérer, osez en parler. D'ailleurs, ça me fait penser à la plupart des suicides chez les hommes, par exemple, sont des pendaisons, comme si cette parole était enfermée et comme pour matérialiser, symboliser le fait qu'ils étaient bloqués au niveau de cette parole-là. Et à l'inverse, justement, quand ils sont surjouer une force, ça va être au travers de la force sexuelle. Et donc, c'est dans ces milieux-là, le viol, l'agression, la drague lourde, tout ce que vous voulez, et qui est de ce côté-là. La thérapie n'est pas réservée juste aux femmes. Non. Elle est présente pour tout le monde et elle est un outil génial pour sortir de la souffrance. Alors autorisez-vous à prendre cet outil. Moi, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Welcome. Ouais. Vaut mieux passer ce moment difficile de venir faire une thérapie que de se cacher derrière un déni et matérialiser de la souffrance autour de soi. C'était un nouveau contenu vidéo, c'est quelque chose qu'on teste. Donc à vous de nous dire aussi, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à cette page pour nous soutenir et pour qu'on sache aussi si ce type de sujet, si ce type de contenu vous intéresse, parce que on sera ravis de pouvoir en faire d'autres et surtout d'avoir vos retours sur ça. C'est ça, même vos critiques, vos désaccords. Exactement. En Toujours gardant en à restant, l'esprit qu'on n'a jamais prétendu avoir la vérité. Donc exprimez-nous vos désaccords, etc. On sera ravis justement d'avoir aussi des désaccords pour évoluer et comprendre d'autres choses. Quand on parle de désaccord ou de critique, on parle de critique constructive. Parce que des critiques pas très très constructives, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur ce, prenez soin de vous. Et surtout, des bisous. On a été super lourd, sérieux. Hein. Ouais, mais le sujet est lourd. On a été super sérieux. Ouais. Mais en même temps, des fois, ça fait du bien d'être sérieux. Oui. Voilà. Faut pouvoir être sérieux aussi. J'ai pas fait mon hey. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur. Vas-y. Pour une fois que t'avais trouvé ton entrée. Pardon. C'est vrai. Non, c'est pas grave. Ça me permet de rebondir sur l'autre question qui est posée dans que j'aimerais te poser dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je sais pas quelle question c'est.